Bonjour et bienvenue à cette conférence consacrée à la restructuration du centre hospitalier de Cahors. La restructuration de cet établissement est un projet de longue haleine, débuté dès l'an 2000. Alors depuis cette date, plusieurs opérations successives ont permis de transformer en profondeur l'établissement situé en centre-ville. Cette restructuration aboutit à la renaissance d'un complexe entièrement refait sur lui-même pour conserver le service public au cœur du centre-ville. Alors pour évoquer ce projet, nous accueillons l'agence Cardet Huet Architectes, basée à Toulouse et à Marseille. L'agence jouit d'une expérience de plus de 40 ans dans la maîtrise d'œuvre. Ses références sont nombreuses dans le domaine hospitalier, avec notamment l'Institut universitaire du cancer de Toulouse, le nouvel hôpital Pierre-Paul Riquet du CHU de Toulouse. Une conférence lui sera d'ailleurs dédiée demain sur le village des architectes, ou encore les centres hospitaliers d'Albi et d'Agen, ainsi que de nombreuses cliniques privées. Alors nous accueillons aujourd'hui Gérard Huet, directeur cofondateur du groupe Cardet Huet Architectes. Bonjour Monsieur Huet. Alain Boyer, directeur du plan et de la logistique du centre hospitalier de Cahors. Bonjour Monsieur Boyer. Et puis Monsieur Éric Giroux, architecte programmiste, actuellement au bureau d'études Jacobs. Alors on va commencer avec vous, Monsieur Boyer. Vous allez nous retracer un petit peu l'historique hospitalière de la ville de Cahors, une longue histoire au niveau de l'hospitalier, et notamment sur la décision politique de conserver l'hôpital en centre-ville. Monsieur Boyer. Monsieur Pardier, merci. Bonjour messieurs, dames. Effectivement, centre hospitalier de Cahors, un hôpital urbain par excellence. Mais ce n'est pas une histoire récente. Déjà au XIe siècle, donc il y a quelques années, l'hôpital de Cahors, ou ce qui ressemblait à un hôpital, était déjà au centre-ville. Pour les gens qui connaissent Cahors, vous voyez la ville de Cahors qui se trouve à l'intérieur de la boucle du Lot. Et le centre hospitalier s'est déplacé historiquement autour des points 4, 5, 6, là, c'est-à-dire au centre de la ville, entre le lieu historique qu'est la cathédrale et le pont Valentré pour les amateurs d'histoire, une sorte de pont de défense. Et donc l'hôpital de Cahors se trouvait depuis le XIe siècle au centre de la ville. Également depuis le XIe siècle, toujours pratiquement au même endroit, l'hôpital était un hôpital assez moderne dans sa structure. Et on peut notamment le voir dans sa reconstruction de la fin du XIXe siècle, où déjà, à la fin du XIXe siècle, les constructeurs de l'hôpital de Cahors avaient pris des décisions architecturales et organisationnelles un petit peu novatrices. À l'époque, on voyait plutôt des hôpitaux qui étaient, dans leur organisation, plutôt des hôpitaux pavillonnaires. Et les décideurs de l'époque ont décidé de faire un hôpital centre-ville, comme je vous le disais, avec une structure en U, avec une cour d'honneur qui délimitait et qui arrosait et qui permettait à cet hôpital en centre-ville d'avoir une respiration et d'être assez performant dans sa structure. Bon, là, c'est quelques images de l'histoire qui ont peu d'intérêt dans cette présentation. Donc, à la fin de l'an 2000, à la fin du XXe siècle plutôt, s'est posé la question de savoir comment on devait faire pour restructurer cet hôpital. Naturellement, à mon arrivée, l'objectif a été de reconstruire l'hôpital neuf et pourquoi pas construire un hôpital à l'extérieur de la ville, comme ça se faisait à la fin du XXe siècle. Mais, comme je vous le précisais, l'histoire montrait l'inverse et par réflexe presque, parce que je suis architecte aussi avant d'être directeur d'hôpital, j'ai plutôt eu envie de construire un hôpital à l'intérieur de la ville. Alors pourquoi à l'intérieur de la ville? Il m'est apparu au moins deux enjeux politiques. Hop, voilà. Le premier enjeu est un enjeu urbain. En ayant regardé la structure et la condition des gens qui travaillent à l'hôpital, je me suis rendu compte que 40 médecins des 100 médecins habitaient centre-ville, que le cardiologue venait à pied lors de ses gardes, que les infirmières habitaient de l'autre côté de la rue et déplacer l'hôpital à l'extérieur, ça aurait généré une modification structurelle de la ville de façon très importante. C'est ce type de discours que j'ai tenu au maire de l'époque, M. Bernard Schall, et qui a sauté sur l'occasion, d'autant plus que, comme vous le voyez, cette parcelle qui est assez importante pour la ville de Cahors, lui permettait d'avoir à l'intérieur de la ville une animation urbaine assez importante. L'hôpital de Cahors, 1 millier de personnes, une centaine de médecins, tous ces gens travaillent et circulent à l'intérieur de l'hôpital. Vider cette structure et la mettre à l'extérieur, ça aurait signifié, le cas échéant, ça m'a fait penser un petit peu à une carie dans une dent.
Et ça aurait permis, en tout cas dans l'image du maire, de vider la ville moyenâgeuse, comme je vous le disais, qui n'a pratiquement pas évolué en matière de population. On est passé de 15 000 à 20 000 habitants. Et vider une activité structurelle comme celle-là, 1000 utilisateurs, 1000 personnes qui y travaillent, plus les malades, plus les visiteurs, ça aurait désorganisé complètement la ville. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est un enjeu temporel. Construire sur place, l'intérêt de construire sur place, ce fut de dilater le temps. Contrairement à ce qu'on peut croire, construire un hôpital en plusieurs étapes et avec un temps très long, puisque ça nous a pris une bonne quinzaine d'années, n'est pas une charge, c'est plutôt une force. Ça nous a permis pendant toutes ces opérations, pendant ces 14 années, de nous adapter au jour le jour à l'environnement, de nous adapter en continu aux événements qui se passaient. Il y a eu à Cahors, ça nous a permis de créer un service vasculaire, ça nous a permis de récupérer l'activité de la clinique, de récupérer l'activité de la maternité, de créer un service d'hémodialyse qui n'existait pas, et ainsi de suite. Donc la dilatation du temps nous a permis de nous adapter au jour le jour et en continu à la réalité de l'augmentation de travail, à la réalité des nouveaux médecins qui venaient et qui créaient des services. Également un enjeu de soins. Enjeu de soins parce que il fallait que cet hôpital puisse se développer avec, en quantité de lits, puisse se développer aussi en nouvelles techniques. Donc, cette densité qui existait déjà, il fallait vérifier qu'elle pouvait permettre à un hôpital qui était celui du XXe siècle de devenir un hôpital du XXIe siècle. Donc ce véritable défi qui était à relever, construire sur place, dans un centre hospitalier et dans une ville quand même relativement dense, ce fut le véritable défi que je me suis proposé de suivre. Et pour ça, j'ai fait appel d'abord à un programmiste, à M. Giroux, et puis ensuite à des architectes. Merci. Merci M. Boyer. Nous nous tournons donc vers M. Éric Giroux. Alors vous allez évoquer pour nous le plan directeur et la programmation sur ce projet. Tenez, M. Giroux. Oui, donc comme l'a expliqué Alain Boyer, il avait défini un projet stratégique. Donc un projet stratégique, c'est des enjeux politiques, des enjeux de soins, des défis à relever. Et on va passer maintenant à la partie bâtiment. Donc le premier élément de ce bâtiment, c'était de dresser une faisabilité de la stratégie de l'hôpital. Et avantage important, on avait une stratégie qui était à la fois claire et ambitieuse, mais surtout ouverte. Pourquoi ouverte était important? Parce qu'en fait, on avait lancé un défi, et ce défi, on ne savait pas si on allait pouvoir le réaliser, et on ne savait pas jusqu'à quel niveau on allait pouvoir le réaliser. Donc, on a fait cette faisabilité, et tout au long de cette faisabilité, qui était d'une part le plan directeur et d'autre part le PTD, on a ajusté les ambitions et la nouveauté du projet aux réalités de terrain des études de PTD et de plan directeur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui était important dans ces études, c'était de convaincre et obtenir le consensus des acteurs hospitaliers. À partir du moment où vous prenez une communauté hospitalière avec des soignants, des politiques, etc., et vous les amenez sur un nouveau chemin, à juste titre, ils se posent des questions. Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce qu'on ne va pas trop loin? Est-ce qu'on ne va pas trop vite? Et donc, toute cette mission qu'on a faite sur le plan directeur et le PTD nous a permis de discuter avec les utilisateurs, de rentrer dans le concret et pour eux de s'approprier ce projet. Et puis, bien entendu, on vit dans un régime technocratique comme tout le monde, hein, donc il faut mesurer les coûts et les délais de réalisation. Et donc, ça permet de cadrer l'opération, de rassurer les financeurs. Ça permet aussi de convaincre les tutelles qui avaient un regard un peu sceptique au début sur cette opération. Et puis surtout, ça a permis de déterminer le nombre de phases, ce qui était extrêmement important pour tout le monde, parce que personne ne savait au début combien de temps toute cette opération allait durer. Donc, les grands enjeux de ces études de faisabilité, c'était d'une part une nouvelle entrée. Donc, ce plan illustre assez bien les difficultés. On rentrait dans... Ça, c'est le site de l'hôpital. Vous avez en blanc l'ancien hôpital. Ici, des années du siècle dernier. Ici, des années 50, 60, 70. Et puis ici, en rouge, tout le nouvel hôpital. Donc, on rentrait dans l'hôpital ancien par l'avenue du président Wilson ici, qui était une rue extrêmement étroite, en sens interdit. Et donc, c'était extrêmement compliqué. Il n'y avait pas d'aire de dépose et des choses comme ça.
Donc, un des enjeux premiers était de réussir à faire la nouvelle entrée de l'hôpital de ce côté-là pour lui donner une vision emblématique, relocaliser la ville et surtout se mettre en contact avec la rue principale de l'hôpital de la ville de Cahors et donc et faire qu'il soit visible de tout le monde, à la fois d'une façon emblématique pour les citoyens et à la fois pour les gens qui cherchaient les urgences. Bien entendu, le second item qui était extrêmement important, c'était un agrandissement du plateau technique et bien entendu en phase 1, car les médecins étaient impatients de bénéficier d'un nouveau plateau technique. Pour vous dire l'obsolescence de l'ancien plateau technique et la nouveauté du nouveau, on est passé d'un bloc opératoire de 3 à 9 salles. La surface des urgences était multipliée par 5 et la surface des réanimations par 2,5. Donc on pourrait citer tous les agrandissements de services les uns derrière les autres pour voir à quel point ça a été une révolution pour les médecins et à quel point ça a permis aussi d'attirer de nouveaux médecins qui avaient envie de venir travailler dans ce nouveau plateau technique. Bien entendu, le troisième item était la nouvelle hospitalisation. Donc ça, c'est une chose qui est classique, mais on a quand même réussi à mettre un grand nombre de chambres à un lit, bien entendu des douches, et puis aussi de travailler sur l'organisation des postes de soins et de la logistique qui va avec, parce qu'entre le moment où l'hôpital a été conçu, notamment toute cette partie d'hébergement, et la façon dont les infirmières travaillaient d'une part, et la façon dont on organisait la logistique avait profondément changé, et c'était un des enjeux majeurs de cette nouvelle hospitalisation. Et puis enfin, une logistique performante. Là encore, il y avait eu des évolutions extrêmement importantes. On sait tous maintenant qu'on travaille en flux tendu. On sait tous que même dans la logistique, il y a des problèmes de qualité et de traçabilité. Et il fallait bien prendre tous ces éléments-là en compte. Et je peux vous citer un exemple de cette nouvelle logistique. Il y a ici une cuisine qui produisait autrefois 300 000 repas et qui est passée à 1 million de repas parce qu'on a profité de cette opération, d'une part pour la financer, d'autre part pour être plus efficient. Et cette cuisine est passée à 1 million de repas et dessert non seulement l'hôpital, mais en plus toutes les maisons de personnes âgées du département et enfin les cantines scolaires de la ville. Donc en termes de synthèse, de ce qui a été demandé aux architectes, parce qu'après, c'est eux qui ont travaillé pour de vrai. Être programmiste, c'est un peu être comme un ingénieur de travaux finis ou même avant travaux, donc la vie est belle. Donc on leur a demandé 41 mm², on leur a demandé 346 lits. On a fixé d'une façon extrêmement claire le nombre de tranches de travaux, et ça impliquait pour eux qu'ils réussissent à organiser les choses en trois phases, alors qu'ils auraient probablement préféré le faire en 5 ou en 10. Et surtout, au-delà de la dimension esthétique, au-delà de la dimension fonctionnelle, au-delà de la dimension d'usage, on leur a demandé d'organiser les chantiers de façon à maintenir une activité de soins pendant les travaux et de minimiser la gêne pour les soignés et les soignants, ce qui a été un défi, de mon point de vue, extrêmement important. Merci Monsieur Giroux. Alors nous allons nous tourner maintenant vers Gérard Huette. Nous allons aborder avec vous le parti architectural du projet, avec notamment un point singulier sur le phasage de l'opération. Une opération de longue haleine, puisqu'on le rappelle, les prémices remontent à l'an 2000, soit pratiquement 16 ans de collaboration. Gérard Huette, c'est à vous. C'est un parcours de ma vie, la reconstruction de cet hôpital, ma vie professionnelle tout de moins. Donc bonjour à tous. Effectivement, ce sujet de Cahors, c'est une grande singularité. C'est effectivement reconstruire un établissement aussi important au cœur d'une cité, une cité historique, une cité protégée, dont le site relève de la protection des bâtiments de France, bien entendu. C'est un hôpital au cœur d'un territoire, une ville, 20 000 habitants, un rayonnement de l'hôpital sur une population qui doit avoisiner 100 ou 150 000 personnes. C'est quand même un équipement structurant important dans un département à forte connotation rurale, bien sûr à proximité de Toulouse, une heure de voiture, vous êtes à Toulouse. Bon, c'est donc une problématique très singulière qui nous a été posée. Et effectivement, elle diffère beaucoup de ce que vous pouvez voir à l'Université du Cancer. En tant que maître d'œuvre, on n'est pas du tout dans les mêmes dispositions d'esprit. Qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à répondre à ce concours? C'est à partir des documents qui nous sont transmis et du programme qui nous est transmis, c'est à peu près faire une lecture des choses qui nous sont demandées. Et on se rend compte que le bâtiment sur lequel on a à intervenir présente 120 ou 125 niveaux
altimétriques différents. Donc, ce qui pose les problèmes de continuité de service, d'organisation des services, qui est une véritable problématique quand même hospitalière, de faire l'inventaire de ce que sont les points de contact, les montées, les dessertes verticales, de manière à ce que la lisibilité, la continuité des services puisse se faire, ce qui n'est pas du tout évident avec tous ces niveaux. Donc c'est repositionner un peu tout ça. Bien sûr, ça part du fait de faire l'inventaire aussi très précis. Quels sont les contacts que nous avons avec le réseau viaire qui environne, qui permettent effectivement de régler différents types d'accès, qu'ils soient piétonniers, qu'ils soient véhicules, qu'ils soient logistiques, qu'ils soient parking. On est en plus dans une topographie où les différences altimétriques entre le point de contact, qui est l'entrée, et la rue, je ne sais comment elle s'appelle, maintenant j'ai oublié, près de la maternité, il y a 4,50 m de dénivelé, donc des problèmes gigantesques qui vous obligent, en tant qu'architecte, à d'abord poser comme principe d'être modeste et simple. Alors, comme l'a dit M. Giraud, le programme, vous l'avez entendu, en gros, ça consistait à construire en 3 phases 15 à 16 000 m² de bâtiments neufs et rénover 25 000 m². Donc ce bâtiment, il illustre 2 époques essentielles, le 19e, hein, que vous voyez, c'est les 2 bâtiments en rouge, et effectivement, ce que vous voyez en surimpression, en rose léger, les bâtiments des années 70, dont les typologies sont connues pour tous, les gens qui travaillent dans le monde hospitalier, qui comportaient la totalité des hospitalisations, du plateau technique et tout ce qui s'ensuit. Donc une déficience de surface conséquente, et avec un territoire extrêmement contraint, extrêmement réduit. Voilà. Donc, je pense qu'Éric Giraud l'a dit, la première des démarches, ça a été de se coltiner à l'idée comment on peut, tout en maintenant l'activité, agrandir le nerf de la guerre pour l'hôpital, c'est-à-dire le doter d'un plateau technique convenant aux attentes contemporaines, à savoir reconstruire un bloc opératoire, construire un bloc opératoire de 9 salles, laisser les salles en activité pour celles qui étaient opérantes, venir y mettre une stérilisation qui soit au contact et qui fonctionne, bien sûr une salle enfin tous les systèmes d'anesthésie, je ne trouve plus le mot, voilà, de réveil qui venait environner tout ça, bien sûr la proximité avec un bloc opératoire obstétrical. Voilà, donc des grandes difficultés. Ça, c'est la première des phases sur lesquelles on a eu à réfléchir et qui vient au fond, qui ne pouvait que se pluguer sur les bâtiments existants. Sinon, ça aurait été des opérations qui mettaient en péril l'existence même du projet, quoi. Voilà, et je pense que toutes ces questions avaient été abordées dans la faisabilité qu'avait opéré le programmiste, et donc ça s'est révélé efficace. Alors, bien sûr, c'est des opérations qui sont modestes parce que dans chaque grande phase, vous avez 3 grandes phases, mais elles se subdivisaient en, je ne sais plus combien, entre 7 et 15 opérations successives qui permettaient d'assurer des opérations tiroirs. Donc vous voyez l'héritage du patrimoine que nous avons, sur lequel nous avons intervenir, et vous voyez en blanc tout ce qui est construit en neuf, qui est venu se pluguer sur les bâtiments existants, tout en maintenant la continuité de l'activité de l'hôpital. Donc vrai sujet, problématique. Et j'en profite ici pour dire que ce type d'intervention ne peut pas se faire s'il n'y a pas une très grande cohésion dans l'équipe de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage, parce que ça nécessite décalage incessant qu'on ne peut pas aborder aux phases concours, et même lorsqu'on développe le projet dans ses différentes phases. Je pense qu'après, sur le terrain, on rencontre des problématiques très particulières qui font qu'on ait ce dialogue permanent est absolument indispensable. Alors, vous voyez au fond, qu'est-ce qu'on a eu à traiter de ce point-là, de ce point de vue. L'entrée de l'hôpital devait se retourner sur lui-même, tel que l'a expliqué M. Giraud. La nouvelle entrée se fait ici au rez-de-chaussée, en continuité de grand espace piéton que la collectivité avait décidé de porter. Historiquement, c'était un foirail. C'est devenu, vous imaginez, dans les années 60, un immense cimetière à voitures. Et puis progressivement, dans les années 90-2000, la collectivité en a fait un espace public piétonnier et qui effectivement venait remettre en place l'hôpital au cœur de la ville, reconstitué et retravaillé. Voilà. À partir de cette entrée, et nous ne disposions que de ce noyau de circulation verticale qui a été obligé d'être maintenu en totalité de fonctionnement dans toute la durée des travaux. Et à partir de ce noyau, si vous voulez, on a essayé de créer 2 voies de circulation horizontale qui nous permettent d'acheminer le public, les piétons,
de ce qui est le plus public, c'est-à-dire tout l'empilement des consultations vers le plateau technique et dessous et vers la maternité, et de l'autre côté qui est redoublé vers une circulation qui a un caractère beaucoup plus médical, réservé au fonctionnement plus hospitalier. La logistique se trouvant au nord et sur la partie, comme l'a dit Éric Giraud, la partie restauration de l'autre partie logistique, sur les cuisines existantes avec le restaurant existant que nous n'avons pas déplacé. Donc c'est vraiment une opération qui s'est faite, je vais employer le terme, chirurgicalement au cas par cas, quoi. Donc, je vous ai évoqué les problèmes des altimétries. Ça veut dire qu'en même temps, on modifiait le calage altimétrique du bâtiment lié au réseau viaire qui l'environnait, dont la nouvelle place publique aménagée par la collectivité, et donc qui était le niveau de référence à partir duquel la circulation des flux piétons, des flux des visiteurs et des piétons fonctionnait. En dessous, bien sûr, logistique et malades couchés, urgences et tout ce qui s'ensuit. Bon, bien sûr, on n'est pas dans un territoire où on peut recréer des sous-sols, recréer des surfaces, et tout ça, bien sûr, et je pense que nous y reviendrons dessus, dans des conditions de délai et de maîtrise des coûts assez importantes et extrêmement contraignantes. Donc, vous voyez un peu comment c'est à passer à peu près dans la place Bergon qui devient l'entrée principale, qui vient irriguer complètement deux rues horizontales, une à caractère public, une à caractère médical, et qui vont desservir la totalité des services. Et bien sûr, dans les bâtiments des années 70, l'hospitalisation conservée, qui ont été dans la dernière phase complètement rénovés, remis au standard actuel, désenfumés, tout ce qui s'ensuit, création de salles de bain. Ça veut dire un curetage complet de l'opération, de manière à ce qu'aujourd'hui on offre un hôpital qui soit au standard actuel. Les différents phasages, on voyait un peu comment les opérations se sont faites, pour dire que la nécessité de ce travail permanent avec l'hôpital est indispensable, parce que, je pense que M. Boyer reviendra, nous n'avons pas créé, pour faire toutes ces opérations de phasage, nous n'avons pas créé de bâtiment support intermédiaire préfabriqué de manière à dégager des surfaces. Je pense qu'il y a une optimisation du point de vue des usages des surfaces existantes, de manière à ce que toutes ces opérations puissent se faire sans avoir faire des opérations de transfert. Voilà. Donc vous voyez les trois tranches essentielles qui ont été portées, et bien sûr, comme je vous l'ai dit, à l'intérieur de ces trois tranches, de multiples opérations de tiroir, de manière toujours à ce que l'activité, la capacité d'hospitalisation puisse être tenue, quoi. Donc après quelques images pour finir. Donc aujourd'hui il nous reste à traiter du jardin. Ça sera notre dernière opération, le jardin d'honneur, donc le jardin du 19e qui va être reconstitué. Le bâtiment qui s'ouvre, vous voyez la continuité du sol qui assure l'accueil du public, l'entrée du bâtiment. Le bâtiment qui est le plus ouvert sur la ville en termes d'usage, c'est l'ensemble des consultations qui sont réunies dans ce bâtiment. Et au fur et à mesure que vous pénétrez à l'intérieur du bâtiment, vous voyez ici en arrière-plan l'architecture des années 70 qui n'est pas touchée en termes extérieurs pour des raisons budgétaires. Donc plus précisément tout le traitement de l'entrée, avec à chaque niveau des consultations une sorte de grande salle d'attente d'accueil belvédère qui permet de voir la totalité de la ville. Et bien sûr, en fond, l'architecture du 19e. Voilà le traitement. Alors ça, c'est un traitement de façade. C'est une façade excessivement vitrée. Derrière cette façade vitrée, c'est l'ensemble des circulations et des salles d'attente des consultations. Donc une façade qui est orientée à l'est et qui nous a amené à traiter pour des raisons de confort des usages et d'économie, bien sûr, d'énergie, d'avoir un traitement sur le problème du rayonnement solaire. En plus en détail, voilà la manière dont les choses sont constituées. Alors bien sûr, je vous montre ça parce que ça a fait l'objet de longues discussions avec notre confrère ABF sur cette opération, qui ne sont pas toujours portées à une écriture un peu contemporaine, et donc avoir des discussions un peu longues. Cahors est une ville de pierre calcaire. Nous étions initialement dans un projet de brise de soleil en pierre qu'on a, pour des raisons d'économie, pas pu se payer, donc avoir recours à des matériaux plus industriels. Donc là, ce sont de la déterre cuite claire. Et en même temps, si vous voulez, que ce bâtiment reprenant sa place à l'intérieur de la ville, effectivement, il joue d'une manière contemporaine, en vision nocturne, un effet de balise urbaine. Ce bâtiment est toujours éclairé.
Et effectivement, il vient clore la perspective de la place. Et je pense qu'il agit beaucoup dans ce que souhaitait la collectivité, de savoir être un référent, une balise urbaine. Et alors pour dernier point, ça c'est, je pense qu'Alain Boyer y reviendra. Vous avez compris qu'on est dans un projet où excessivement paupérisé en termes d'investissement. Vraiment, c'est vraiment quelque chose, un projet où on a excessivement pas d'argent. Donc entre le fait d'avoir les obligations, bien sûr, réglementaires de traiter les bâtiments, la disposition financière que nous avions pour parler d'architecture était réduite aux acquets. Je veux dire que les grandes ambitions, on n'est pas dans le projet de l'Université du Cancer ou de ce qu'on a pu traiter sur Purpan dont on parlera demain. Ce n'est pas du tout les mêmes logiques. Donc ça veut dire pour nous une économie de moyens mesurée chaque fois. Et en même temps, une demande qu'Alain va exprimer, qu'il nous a exprimée en disant, mais malgré tout, certes, on est dans une économie parfaitement maîtrisée, et c'est un sujet important, mais je tiens à ce que vous réfléchissiez à ce que ce bâtiment soit dédié, ouvert à son personnel, ouvert aux visiteurs, ouvert aux malades. Faites-moi des propositions de traitement qui sortent ce bâtiment de l'iconographie traditionnelle hospitalière. Voilà. Donc, l'agence a l'habitude de travailler d'une manière récurrente avec un plasticien et nous sommes emparés de ce qui est modestement le plus approchable vis-à-vis de l'économie, c'est-à-dire comment on peut revenir, introduire le problème de la couleur comme étant un travail de spatialisation des espaces. Voilà. Donc, vous voyez un peu le travail qui a été fait. Donc, chaque fois, reconstruire, revenir sur les modalités architecturales, ressouligner par des traitements de couleurs, de manière à redonner un peu, à donner de la qualité à ce bâtiment. Vous voyez quand même que une des préoccupations aussi dans ce sujet, bien entendu, c'est le confort du patient et le confort des personnels, des acteurs de ce service. Et pour nous, ça passe par, effectivement, mais c'est d'une manière récurrente chez tous les architectes, convier la lumière naturelle à ce que nous puissions grossièrement tous nous y retrouver, quoi. Bon, voilà les pièces techniques. Et vous voyez que même dans les pièces techniques, ici les salles de réveil, avec un éclairage zénital qui vient amener de la lumière au cœur de l'édifice. Le travail qui est fait sur toute la partie chromatique, accompagné avec, si vous voulez, des dessins de mobilier spécifiques sur les salles d'attente. Au fond, on est dans un hôpital, certes, très simple, mais qui est quand même très dédié, quoi. Donc vous voyez le déploiement de moyens excessivement simple et modeste de l'opération. Bien sûr, toujours pareil, la recherche des éclairements naturels, l'enchâssement des patios à l'intérieur du système bâti. Et vous voyez à peu près la restructuration du bâtiment, la durée. Effectivement, c'est une expérience qui nous amène à 14 ans, ce qui est gigantesque en termes de durée. Mais comme l'a dit M. Boyer, ça nous a permis à revisiter le programme. Je pense que ce que nous avons construit est assez loin de ce que tu avais évoqué comme programme. Effectivement, on a accepté les modifications techniques, médicales, les redéploiements de services, les choix de l'ARS sur la récupération d'une clinique privée qu'il a fallu installer dans le bâtiment. Enfin bon, je vous en passe et des meilleurs. Mais au fond, c'est quand même un sujet assez passionnant. Voilà le bâtiment depuis les coursives du 19e, qui attendent avec impatience un très beau jardin. Cher maître d'ouvrage, merci. Merci, monsieur Huette. On reviendra vers vous pour le mot de la fin. Juste, messieurs Boyer et monsieur Giroux, quelles sont selon vous les clés de la réussite d'un tel projet ? Un bon architecte et un bon programmiste et peut-être aussi un bon maître d'ouvrage, parce que je n'étais pas tout seul, il y avait aussi des ingénieurs, des techniciens. Mais je crois que les clés de la réussite, comme le disait monsieur Huet, c'est de pouvoir travailler ensemble. On a tous, au moins tous les trois, et aussi mes collaborateurs et les siens, on a tous eu envie de faire ce projet. Je crois que c'est aussi ça les clés de la réussite. Travailler ensemble, avec un objectif commun qui est... c'est l'avantage de travailler dans un monde hospitalier où on sait qu'on travaille pour quelqu'un, on travaille pour les autres. Et travailler ensemble pour les autres, c'est très agréable et ça nous permet aussi d'être très performants. Monsieur Giroux ? Moi, je me permettrais de rajouter en tant que
de parler de typologie architecturale, parce que ce projet est assez particulier par rapport à toutes les rénovations qu'on a connues à droite et à gauche, et qui ne vont pas manquer d'arriver avec les nouvelles donnes du Copermo. Tout le monde connaît ça maintenant, et il va bien falloir passer sous les fourches codines de ces exigences financières et d'efficacité. Et on voit bien que d'habitude, quand on fait des rénovations comme celle-là, soit on rajoute un étage, ou 2 étages, ou 3 étages avec une structure extérieure, soit on construit un nouveau bâtiment et puis on rénove le bâtiment ancien après. Et là, ce qui a été une typologie assez particulière, c'est que le travail fait par les architectes a été en fait d'épaissir le bâtiment sans le surélever parce qu'il n'avait pas droit de le faire. Et surtout, une grande intelligence de partir d'un as qui était le seul qui existait et qui pouvait perdurer, et de développer tout son projet par rapport à ça. Et je pense que face aux nouveaux projets auxquels toute la maîtrise d'œuvre et les programmistes vont être confrontés, c'est un exemple qui est assez particulier et je pense que ça vaut le coup de le retenir. La deuxième conclusion, moi, qui me semble fondamentale, parce que j'étais au-delà du programmiste, j'avais aussi une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pendant un certain nombre d'années, puis après j'ai quitté la société dans laquelle j'appartenais et qui a continué sur cette mission-là, c'est la grande intelligence de l'interface entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. C'est-à-dire que si on avait fait un programme et qu'on s'était tenu ad vitam aeternam, l'opération n'aurait jamais eu lieu, elle n'aurait jamais pu tenir. Donc c'est l'interface permanente, intelligente et contrôlée entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage qui a permis de faire évoluer le projet en permanence et de réussir. C'est une condition sine qua non de la réussite, de mon point de vue. Merci beaucoup, Monsieur Giroux. Alors donc, comme promis, le mot de la fin avec vous, Gérard Huette. De par votre expérience sur le secteur hospitalier, quelle est votre vision de l'hôpital de demain? Vaste question. Oui, vaste question et réponse simple. Je pense que tout acteur confondu que nous soyons, me semble-t-il, nous avons à trouver le juste équilibre entre une vision gestionnaire, qui aujourd'hui est dominante dans le champ hospitalier, dans d'autres champs, mais dans le champ hospitalier en particulier, et une attitude humaniste où les gens doivent être considérés au-delà du chiffre et du nombre. Je pense que c'est un véritable enjeu et ça joue beaucoup sur ce que vient d'expliquer Eric, sur les problèmes typologiques. Trouver un juste équilibre entre effectivement l'obligation d'avoir une vision juste économique de ce que coûte l'accès aux soins dans un pays comme le nôtre, et en même temps d'arriver à trouver des bâtiments où toute communauté confondue, qu'elle soit patient, personnel, visiteur, arrive à avoir une identification vis-à-vis du lieu où ils sont. C'est un enjeu, me semble-t-il, important, qui est posé par la modernité. Les technologies nouvelles arrivent, le numérique et tout ça. Je pense que tout ça va modifier profondément les installations. Je ne sais pas comment, dans quel sens, mais on voit bien les progrès immenses que les progrès de l'image ont produits sur les actes opératoires et les conséquences que ça a sur les typologies de bâtiments, de passer d'une hospitalisation traditionnelle à une hospitalisation de jour. Tout ça, c'est en cours et je crois qu'on est tout à fait qu'au début de cette très grande mutation. Donc, soyons ouverts et attentifs et modestes vis-à-vis de tout ça, mais à l'écoute. Merci beaucoup. En tout cas, merci messieurs pour votre intervention. S'il y a des questions dans la salle éventuellement. La conférence était claire. En tout cas, vous pouvez rejoindre les intervenants sur le stand de l'agence Cardet-Huette dans le coin là-bas. Ils vous accueilleront avec plaisir et merci encore 1000 fois de votre présence. Tout à l'heure à 16 h, une nouvelle conférence sur le village des architectes. Nous allons parler d'établissements médico-sociaux et plus spécifiquement sur la qualité d'usage dans les établissements médico-sociaux. Merci à tous pour votre présence. À bientôt.